Salut, moi c'est Julie et j'adore papoter. Quelquefois, j'aime tellement la discussion que je suis en train d'avoir avec des amis ou des rencontres que je leur demande carrément de stopper cette discussion, le temps de sortir de quoi enregistrer et go. Ça part en épisode de podcast. Et je les ai appelés les spontanés. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Anaël et d'Élissard, deux amis de ma meilleure amie qui sont maintenant, entre autres grâce à ce podcast, devenus des amis. Aujourd'hui, donc, on parle d'héritage culturel, mais je ne vous en dis pas plus car on l'explique dès le début de l'épisode. Allez, bonne écoute à tous. Salut, c'est Julie et je suis avec Élissard. Bonjour, c'est Élissard. Et moi, c'est Anaël. On est actuellement assis sur le carrelage d'une location à Saint-Jean-de-Mont. Et petite envie de l'après-midi, on se lance dans un podcast avec la thématique de la culture, de nos origines et un peu de ce qu'on en sait et de surtout ce qu'on n'en sait pas et de ce que ça nous fait ressentir ou pas. Voilà. Du coup, je vais demander aux filles de se présenter rapidement. Voilà, on va toutes les trois se présenter pour savoir un peu d'où on part, qui on est et pouvoir discuter après là-dessus. Donc Élissard, je te laisse te présenter et puis s'il y a un truc qui me vient à l'esprit que tu n'as pas dit ou que tu n'as pas dit, mais je te re-questionnerai, pas de problème. Très bien. Élissard, encore une fois, si vous l'avez déjà oublié. Et concernant mes origines, je suis la fille d'un réfugié de guerre, si on peut appeler ça comme ça, qui est arrivé en France à 14 ans pendant la guerre du Liban. Je suis née à Tours et je suis restée majoritairement à Tours tout au long de ma vie. Après, je suis partie dans la campagne, mais je suis revenue. Ma maman quasiment tout le monde vient de Tours, en fait. Tout le monde s'est rencontré à Tours, qui est française, purement française d'ailleurs, parce qu'on fait de la généalogie du côté maternel, et d'après mon oncle, on est français depuis 1500, je ne sais combien. Donc de ce côté-là, c'est bien français, voilà. Ok. Merci Élissard. Et du coup, Anaël, à ton tour, qui es-tu? Et je te poserai des petites questions si je veux en savoir plus. Ok. Du coup, je m'appelle Anaël Rouzic et j'ai un nom très breton parce qu'effectivement, du côté de mon père, apparemment, mon arrière-grand-père vient de la Bretagne, donc ça c'est pour mes origines. Mais j'ai aussi du côté de ma mère des origines vietnamiennes car mon papy est immigré du Vietnam aussi. Et voilà, sinon je viens d'Orléans, je suis née là-bas, j'ai toujours été dans la belle ville qu'est Saint-Cyr-en-Val. Et je suis venue à Tours pour mes études où j'ai rencontré d'ailleurs Élissard en médecine. Ok. Du coup, moi, c'est Julie. Je viens d'Orléans, je dirais. C'est la ville la plus grosse, pas loin. C'est bien Montargis. C'est pas Montargis, moi je viens de Hauvillers en Gâtinais. C'est perdu dans les bleds perdus, tu vois. Mais c'est super sympa. Il y a de la forêt et des champs. Et niveau origine, moi justement, je sais pas grand-chose à propos de mes origines. Je sais juste que ma maman, elle avait commencé à retracer un petit peu, à faire de la généalogie aussi. Et donc du côté de mon père et donc de ma grand-mère, je sais que j'ai des origines espagnoles, voilà. Et du côté de ma maman, je crois que j'ai entendu un jour qu'il y avait quelque chose de belge. Mais c'est pareil, ça doit remonter à loin. Du coup, on parlait de ce qu'on sait et de ce qu'on sait pas de nos familles et des origines et tout. Ça a commencé, on était en train de faire à manger et tout le monde a commencé à raconter, parce qu'on est pas mal à avoir des parents ou des grands-parents qui ont immigré en France et à raconter ce qu'on en savait, quel impact ça avait un peu sur nos familles aussi. C'est vrai que je pense qu'on s'est tous rendu compte que finalement on a atteint l'âge de comprendre certaines histoires dans nos familles et qu'on se retrouve à la vingtaine à se rendre compte des tenants aboutissants de certaines relations, et c'est assez choquant parce qu'on a l'impression de connaître notre famille mais en même temps on est un peu trop jeune pour tout savoir, et finalement voilà, on arrive dans cet âge où on commence à comprendre un peu tous les mécanismes dans les relations, tout ce qu'on n'a pas compris, tout ce qu'on ne nous a pas dit. Et donc c'est vrai que par exemple ma grand-mère, on a eu des discussions sur ses grossesses, y compris la grossesse de ma mère où elle a eu des gros soucis, et finalement il y a un jour où elle est venue, je sais même plus si je crois même qu'elle s'est excusée d'avance de si j'avais des problèmes moi avec mes futures grossesses à cause d'un certain médicament qu'on lui avait donné à l'époque et qui est maintenant évidemment retiré et banni de l'utilisation. Mais voilà, c'était ce genre d'exemple où en fait on apprend comme ça d'un coup qu'il y a certaines choses qui ont marqué à une grande époque nos familles, et nous enfants on n'est pas du tout au courant de ça, et c'est vrai que c'est des petits chocs mais qui ont quand même leur impact, je trouve.
Est-ce que du coup, toi, ça t'a fait quoi d'apprendre ça? Genre, est-ce que tu t'es dit, oh merde, genre en mode, je sais pas, si j'ai des enfants, ça va faire un truc de ouf, ou ça se trouve, tu n'y as pas du tout pensé, ou je sais pas, genre, ça a fait quoi dans ta tête? Alors, je me suis pas du tout inquiétée pour moi. En fait, vraiment, la première chose que je me suis dit, c'est quand je l'ai vue et qui... je sais, ça remonte à quelques années et j'avoue que je sais plus si c'est elle qui m'en a parlé en premier ou ma maman. Mais c'est vrai que je me suis tout de suite dit, mais non, enfin, faut la rassurer. Forcément, c'était une époque où la médecine était encore plus paternaliste qu'aujourd'hui et qu'elle avait sûrement pas le choix de ce qu'elle a fait. Et de la voir se sentir coupable d'un choix qui lui a permis d'avoir des enfants, je me disais que non, enfin déjà si je suis là c'est peut-être aussi grâce à ce médicament, je n'en sais absolument rien, mais dans tous les cas c'est quelque chose qui a été fait depuis plusieurs dizaines d'années et je vais pas lui reprocher ça, et c'est vrai que je me suis jamais posé la question de si ce médicament m'avait fait peur ou pas, et j'avoue que je sais toujours pas. Voilà, j'ai pas encore pensé à avoir des enfants, donc la question ne s'est peut-être pas encore posée. Ça me fait penser un peu du coup à ce côté flou familial, parce que moi c'est un peu ça qui m'avait qui avait ressorti, comment dire, quand on a parlé de tout ça, ce qui avait ressorti en moi, c'est un peu ce flou, où en gros, on a des origines, on sait les grandes lignes, mais en même temps, on sait pas vraiment, et puis des fois, on en parle un peu avec les gens qui savent mieux. Par exemple, j'ai parlé un peu de mon... j'ai des origines bretonnes, du coup, comme j'ai dit, c'est une région de la France que j'aime beaucoup, et envers laquelle j'ai beaucoup d'affection, alors qu'au fond, j'y suis allée 3 fois en vacances, etc. Et un jour, j'avais demandé à mon papy, en fait, est-ce qu'on a vraiment des origines bretonnes, parce que j'ai un nom quand même très breton. Et il m'a dit, bah oui, mon papa vient du Finistère. Et j'ai appris ça, mais genre il y a l'été dernier, et je me suis dit, en fait, c'est des choses à la fois qu'on sait, mais en même temps on sait pas, puis un jour on a une révélation, et on se rend compte qu'en fait, il y a tellement de flou dans nos familles qui se révèle petit à petit, mais en même temps, plus le brouillard se lève, plus tu te rends compte qu'il y a encore plus de brouillard derrière. Je sais pas si vous voyez un peu. Pareil, genre, moi, je posais la question à un repas, enfin, un petit repas de famille, genre, d'où on vient, tu vois, genre, je demande à mon grand-père, pareil, mais en fait, tu viens d'où, papy? Enfin, genre, comment t'es arrivé là? Parce que je sais que il avait travaillé, il travaillait dans la ferme avec son père, et puis ensuite, il a fait son service militaire, et puis il a été routier. Et du coup, je lui dis, mais comment t'es arrivé à t'installer ici, dans cette ville? Et là, il me dit, bah nous, on a grandi, enfin, j'ai grandi dans telle... parce que je me souviens même plus du détail, en fait. Mais dans telle ville, et puis genre son père, c'était... il était paysan, et la terre qu'il cultivait, c'était pas la sienne, genre il la louait, et à ce moment-là, il y a le mec, le loueur, il a dit, en fait, moi, je vais vendre cette terre, donc le père de mon grand-père s'est trouvé un peu en mode, genre, c'est beaucoup trop cher, je peux pas acheter, qu'est-ce que je fais? Et genre, ils ont émigré, bref, ils ont changé de département, et pour vous dire, genre, mon grand-père, il m'a dit qu'il y avait comment dire, genre une sorte de département de l'immigration, tu vois, genre entre départements. Genre il y avait un lieu pour les gens qui immigraient en France, qui immigraient et qui immigraient. Genre j'ai trouvé ça fou. Genre aujourd'hui on prend le train, aujourd'hui on part d'un département à l'autre en voiture et tout. À l'époque, genre vraiment il y avait des réunions avec des mecs qui étaient là en mode alors on va leur trouver des terres, alors nous on est des gens qui ont changé de région et genre c'est ouf, et c'est ouf en mode comment on s'adapte ici, enfin bref. Et donc voilà comment ça s'est passé. Et puis après mon grand-père a fait sa vie, s'est écarté, etc. Mais pareil, c'était super logique. Genre mon père il avait l'air en mode oui normal, tu vois. Genre en mode comment ça se fait que tu connaisses pas ça? Bah non en fait, genre je savais pas, c'est pas inscrit dans ma tête, genre c'est trop cool de pouvoir en parler. Donc j'imagine que c'était un peu la même chose que toi, ça t'a fait. Bah ouais, ça fait un peu ressortir le côté où t'as tes grands-parents qui ont toujours été là, et tu vois c'est tes grands-parents et c'est logique. Puis un jour tu te dis mais qui est cette personne? Et parce que tu la connais qu'en tant que ton grand-parent. Et puis un jour tu te dis mais quel est ton passé, d'où viens-tu, comment est-ce que tu as vécu ton enfance, des trucs comme ça. Et en fait des fois en plus on se rend compte souvent quand ils parlent que ça c'est des trucs qui sont hyper des fois ils ont vécu des choses qui sont hyper fortes, qui ont des répercussions, mais 3 générations plus tard, genre chez moi. Et est-ce que tu as un exemple à nous citer? Enfin un ou plusieurs? Alors du côté de ma mère pas trop, parce que du côté de ma mère on a beaucoup discuté avec ma mère en général, du coup j'ai toujours su un peu ce qui se passait. Du côté de ma mère, du coup c'est du côté vietnamien. Je peux raconter la vie de mon grand-père. Bon, plutôt la vie ma vision de mon grand-père. En gros, je savais qu'il avait immigré du Vietnam, et je savais qu'il y avait eu la guerre du Vietnam, et dans mon raccourci, dans mon cerveau d'enfant, j'ai fait un raccourci en me disant il a immigré à cause de la guerre du Vietnam. Et je savais aussi que mon papy était une personne violente, qui battait ses enfants, qui était quand même une personne peu recommandable, dont je suis pas spécialement fière, je l'avoue.
Mais je sais aussi que c'était un monsieur... Enfin moi, voilà, à mes yeux d'enfance, c'était un monsieur qui était parti de rien, parce qu'il avait immigré, il a quand même fini PDG d'une entreprise. Mais bon, ça restait quand même un sacré trou de balle, si je peux me permettre, avec sa famille. Et en fait, j'ai appris récemment que en fait, j'avais fait un gros raccourci, car en fait, mon papy avait immigré avant la guerre du Vietnam, pas longtemps avant, mais avant. Parce qu'en fait, il avait fait un gosse à la voisine et que c'était un peu compliqué. Du coup, ils se sont dit, bon, ça pue un petit peu, on va le faire tes études en France. Du coup, même en fait, l'histoire du PDG, je me rends compte qu'en fait, il n'est pas parti de rien. Parce qu'il venait d'une famille de gros bourges et il était envoyé en France. C'était une énorme chance. C'est pas un mec qui a vécu la guerre qui est parti sur son. Oui, en fait, c'est vrai. Ouais. Enfin, voilà. Et du coup, je m'attendais un petit peu parce que j'avais jamais idéalisé mon papy, mais quand t'apprends qu'il avait fait un gosse à la voisine, que ça avait fait scandale dans sa famille, que c'est pour ça qu'il est en France, et qu'en plus, une fois arrivé en France, il a fait un gosse à ma mamie. Bon, bah heureusement, hein, parce que sinon je serais pas là. Mais, et que je suis très contente de mes tontons et de ma maman. Mais que c'est pour ça qu'il s'est marié avec ma mamie, et je me dis, mais waouh, le truc bancal. Enfin, l'histoire familiale bancale. En plus, bah, ça commence un peu à ce moment-là, parce que, en France, vu qu'il est arrivé en France, c'est ici un peu que l'histoire de ma famille commence à mes yeux, parce que je connais pas du tout l'histoire de ma famille vietnamienne, celle de ma mamie qui, pareil, pure France, pas spécialement. Mais du coup, bah, comment dire, Est-ce que c'est à ce moment-là que tu t'es dit, ah mais en fait j'ai une histoire familiale, qu'en est-il? bah, j'ai encore plus compris pourquoi est-ce que, par exemple, ma maman avait cette personnalité, pourquoi est-ce que mes tontons avaient cette personnalité, et quelles répercussions ça pouvait avoir sur les petits-enfants après, sur tout, en fait. Et c'est un peu ça explique tout. Je trouve que ça explique vraiment tout, les caractères, les choix de vie. Et c'est pour ça qu'à la fois, c'est important, je trouve, de connaître un peu ses origines, mais en même temps, c'est tellement difficile parce que les vieilles personnes, les ancêtres décèdent et emportent avec eux leur histoire, et du coup on a un peu ce côté inaccessible, enfin voilà, ce côté flou, brouillard, que en fait des fois il sera jamais levé parce que on n'écrit pas tout, on dit pas tout, et voilà. Du coup J'avoue que ça doit être dur, genre moi je sais que genre vraiment j'ai un idéal, j'ai un truc que j'aimerais faire dans ma vie, c'est écrire un livre justement sur la vie de ma mamie. Du coup, ce serait pas une biographie parce que c'est pas ma vie, mais attends, si, une biographie c'est sur sa propre vie, c'est ça? Autobiographie. Autobiographie, ce serait une biographie sorte sur de. quelqu'un. Alors, du coup, je sais pas encore si ce serait une biographie ou genre une sorte de roman, mais vraiment tiré de faits ultra réels. Mais je trouve qu'il y a tellement des événements dans sa vie que je trouve qui sont pas rigolos, et en même temps, elle, par exemple, j'adore le fait qu'elle me répète, tu vois, qu'elle a adoré être maman, elle a adoré ses années maman, tu vois, genre avec, bah du coup, elle a eu mes deux oncles et mon père avec ses fils, et genre je trouve ça trop beau, tu vois. Et je trouve que ça fait vraiment un bon livre à lire. Et sauf que bon, bah c'est la vie de ma mamie, quoi. Et en fait, je pense que j'ai envie de faire ça aussi parce que je connais pas sa vie. Enfin, ma mamie, je sais juste qu'elle parle pas tant que ça, que genre là je me rends compte de plus en plus que moi je voyage, je fais des trucs que j'aime bien faire, et je trouve ça cool, tu vois, des trucs cool, et que du coup genre elle est super fière de moi, tu vois, et genre je trouve ça trop cool pour elle. Mais il y a que ça que je sais, enfin, et d'autres brides que j'ai entendues, et c'est ouf parce qu'il y a des trucs que je connais de ces grands-parents là qui viennent de mes autres grands-parents. Genre je sais que mon autre grand-mère, elle m'a raconté des trucs sur mes, bref, j'ai les grands-parents d'un côté qui m'ont raconté des trucs sur les grands-parents de l'autre, et de l'autre côté, et que des trucs auxquels j'ai jamais parlé avec mes grands-parents à qui c'est arrivé, et genre c'est fou, enfin je sais pas comment dire, et des trucs auxquels maintenant je me vois pas du tout en parler avec eux, mais en même temps j'aimerais leur en parler avant qu'ils partent. Bref, même genre par exemple moi j'ai pas forcément envie de dire quoi, mais je sais que mon papy, enfin de ce que j'ai entendu, de ce qu'on m'a dit, a fait des trucs pas cool, et limite j'ai pas envie de le dire là parce que c'est comme si j'assumais pas pour lui, tu vois. Et je trouve ça trop cool que toi t'arrives à dire bah voilà, mon papy il a abattu ses enfants, je crois. C'était un gros trou du cul. Voilà, et mais je pense que moi j'ai pas le truc de dire mon papy c'est un gros trou du cul parce que j'ai grandi avec lui, et même s'il était pas genre ultra, il prenait pas de ouf soin de moi, enfin genre il était pas méchant, genre par exemple je sais pas, il vient me chercher ici à droite, à gauche et tout, genre il est grave serviable et tout. Oh, mon dieu, j'espère qu'ils écouteront pas ce truc. Mais bref, je sais pas à quel point des fois j'ai envie de savoir, mais en même temps c'est bizarre un peu de savoir que les gens de ta famille, genre c'est possible que dans ta propre famille il y ait des trucs qui sont pas ouf, mais il y a des trucs qui passent sous le tapis, ça c'est sûr. C'est ça. Et que personne n'a envie de déterrer, en même temps personne n'a envie de les déterrer, mais en même temps ça a des impacts tellement importants
Bah, je sais pas si tu veux trop raconter. Bah, du coup, Elissa, je papa, te voyais quoi. hocher la tête quand je racontais ça. Je crois que ça a résonné en toi. Dis-nous. Alors, moi, pour le coup, c'est... Comment dire? Mon grand-père paternel est resté au Liban pendant que sa femme et ses 4 enfants sont arrivés en France, parce que c'était lui qui permettait à ceux qui étaient arrivés en France de pouvoir se nourrir, même si on m'a quand même raconté qu'ils ont mangé de la vache qui rit pendant 2 mois, parce qu'il n'y avait pas grand-chose d'autre. Mais c'est quelqu'un que du coup j'ai très peu connu, qui ne parle pas beaucoup français à part 3 mots, et moi, réciproquement, je parle que 3 mots d'arabe, et c'est quelqu'un que j'ai très peu connu. A contrario, mon grand-père maternel, j'ai grandi avec lui, je passe mes vacances d'été chez lui avec ma grand-mère. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'affection. Et je me suis rendu compte que quand j'ai appris les défauts de chacun, j'ai été beaucoup plus critique sur mon grand-père paternel avec qui j'avais pas cette affection qui est pas rationnelle et qui nous permet pas d'avoir un esprit critique. Et donc j'avais cet esprit critique pour mon grand-père paternel que je ne connais que très peu. Et c'est vrai que quand sortent peut-être les petites histoires qui pourraient arriver du côté maternel, je m'imagine avoir beaucoup plus de mal à être rationnelle là-dessus parce que j'ai une affection énorme pour cette personne, que j'ai sûrement aussi pour mon grand-père paternel, mais comme on s'est très peu vu, et bien finalement j'entends plus des on-dit de lui que moi l'expérience que j'ai pu avoir avec cette personne. Et c'est vrai que parfois je me trouve donc, enfin, pas une méchante petite fille, mais j'ai l'impression de donner plus de chance à l'un qu'à l'autre, parce que bah, c'est une personne avec qui j'ai grandi. Attends, mais j'ai envie de rebondir parce que moi, du coup, mon grand-père du côté maternel, donc il est décédé quand j'avais 2 ans. Et genre, en fait, ma mère, elle idéalise, je pense, beaucoup le tableau. Et ma grand-mère, pareil, je pense qu'elle a pas forcément digéré son décès alors que ça fait 20 ans. Et du coup, genre, des fois, je me sens petite fille, genre, limite, je préférais mon papy qui était mort à mon papy qui était là. C'est horrible de le dire à voix haute. Mais du coup, je pense comprendre ce que tu veux dire. Et en fait, c'est pas les on-dit forment l'image que t'as des gens. Donc, bon. Et Voilà. en vrai, ça pose la question de si quelqu'un a fait quelque chose de mal, justement, est-ce que tu es censé le juger ou pas? Et est-ce que ce qui a été fait de mal, ça appartient au passé? Et du coup, bah, je dis pas qu'il faut juste l'enterrer, mais est-ce qu'on peut pas estimer qu'il a été jugé à ce moment-là et que, genre, comment on appelle ça, la prescription, quoi, en gros? Ou pas? Enfin, je sais pas, c'est une question qui me vient là à l'esprit. Est-ce que ça vous fait penser à un truc? Bah, en vrai, je mets juste de l'ordre dans mes idées. Ouais, vas-y, bah oui. En vrai, pour moi, ce qui est arrivé dans le passé, je vais pas dire c'est arrivé dans le passé, mais c'est arrivé. Je pense pas que, imaginons, j'ai fait quelque chose d'extrêmement mal bah aujourd'hui, je fais quelque chose d'extrêmement mal aujourd'hui, et on me juge maintenant tout de suite pour ce que j'ai fait de mal. Je trouverais ça juste, et je trouverais ça juste que dans 20 ans on puisse m'en reparler. Parce que ce que j'ai fait, ça a été fait, j'ai été punie sur le coup. Il y aura toujours des gens qui penseront que j'ai pas été assez punie, il y aura toujours des gens qui penseront que j'ai été trop punie, j'en sais rien. Mais je pense qu'on peut pas remettre un jugement. Enfin, si, en fait. Ah, c'est compliqué. Ouais. Mais comment dire? Dans tous les cas, si quelque chose de mal a été fait dans le passé, on a toujours la possibilité, et le courage d'ailleurs, parce que des fois ça demande beaucoup, beaucoup de courage, de le réassumer plus tard. Tu voulais réagir, Elissa? Bah, moi, forcément, j'ai du coup un jugement de valeur sur ces actes-là qu'on est censé rejuger plus tard, parce que entre un parent pédophile et violeur incestueux qui va, je sais pas, ne pas regretter son acte ou ne pas changer, forcément, moi, avec mes valeurs actuelles, je peux le rejuger tous les 4 matins, ça me pose pas de problème. Parce que j'estime que tous les crimes, entre guillemets, ne sont pas les mêmes. Et c'est compliqué de... Ouais. Je sais pas. Non, mais je sais pas. C'est compliqué. Du coup, je reviens un petit peu sur ce dont on parlait tout à l'heure avec l'héritage culturel, parce Oui. qu'on a un peu Oui, digressé, si, je même voulais si... revenir aussi dessus. Mais j'adore les digressions, du coup c'est compliqué. Elissa, la parole est à toi. Non, je rigole. Tu nous as parlé tout à l'heure de religion et de culture. Et alors, j'ai trop envie de t'entendre là-dessus parce que, bon, on n'a pas été plus loin. Genre, on a gardé un peu de suspense pour maintenant. Moi, je sais. Et... Ah, la chance. Ouais, mais moi, j'ai la chance de le découvrir maintenant. C'est Genre, vrai. dis-toi que c'est comme un bon film. Bon, un bon film. Bah, Je sais pas tu si c'est vas le ouf pour découvrir toi, du comme, coup, mais... certains membres de ma famille, s'ils écoutent ça. Donc bon. Voilà, donc, est-ce que... Donc, tu vois de quoi je te parle? Elissa Ouais. Ransueur. Alors, bah, je vais sûrement faire énormément de digressions, donc tant pis pour vous. Du coup, c'est vrai que j'ai grandi avec ma mère qui était mère au foyer.
et avec un père qui travaillait donc pour tout le foyer en fait. Et depuis petite, j'ai été éduquée dans une religion musulmane, avec tout le côté paternel de ma famille qui était musulman, et ma mère qui qui a aussi suivi ça pour être dans le respect de notre éducation. Et donc je pourrais dire que 80% de mon héritage culturel est la religion, et en même temps on n'en a pas non plus beaucoup appris. C'est ce qui a peut-être fait mes choix d'aujourd'hui d'ailleurs. Et c'est vrai qu'en y réfléchissant tout à l'heure, je me suis rendu compte que voilà, ce qu'on m'a le plus légué est une chose à laquelle je n'accroche plus particulièrement aujourd'hui. C'est-à-dire que je vais forcément garder toutes les valeurs, les bonnes valeurs et les bonnes choses qu'on m'a apprises de ça. Et en même temps, il y a moi qui ai fait mon propre chemin, déjà de par mes croyances personnelles, de par les études que je fais, donc en médecine forcément ça bouscule un petit peu tout. Et de par mes choix personnels qui font que moi, c'est plus quelque chose dans lequel je me sens forcément identifiée. Et je pense que ça a été d'ailleurs l'un des actes qui m'a le plus donné confiance en moi. Ça a été d'avouer que oui, il va falloir avoir le courage de se dire, Elissar, que ça fait pas plaisir à tout le monde, mais t'arrives pas à être honnête avec toi-même là-dedans. Et vraiment, c'est vrai qu'on a eu une discussion avec mon père, parce que j'estimais vouloir être honnête avec lui là-dessus, et que je me voyais pas... Comment dire, genre, j'avais l'impression de devoir faire une bêtise si je lui avais pas dit, et on s'est pris un café et je lui avais tout dit là-dessus, et que moi je me sentais honnête avec lui à partir du moment où j'ai expliqué que peut-être que j'y retournerai plus tard, mais en tout cas pour l'instant je n'y croyais plus, et que je trouvais ça pire de se cacher sous une religion pour ne pas avoir peur de l'enfer ou de je sais pas quoi, plutôt que d'avouer soi-même qu'on est hypocrite. Parce que, je sais pas vous, mais quand on est une rousse aux yeux verts, dire aux gens bonjour, je m'appelle Elissar El Khaledi, je suis libanaise et musulmane, quand en plus on n'y croit pas forcément, et on sent qu'il y a il y a un petit truc au fond de soi où on se dit j'arrive à justifier mes origines parce qu'elles sont vraies, justifier que je suis musulmane quand en plus je me dis oui, mais alors je sais pas trop, parce qu'en fait j'y crois, mais en même temps je sais pas, c'est très compliqué. Et en fait, après, je me suis rendu compte que finalement, quand je n'étais plus en accord avec la religion, j'étais plus en accord avec grand-chose du côté paternel de ma vie. Et c'est vrai que ça a fait assez mal. Enfin, l'exemple le plus concret que j'ai, c'est quand je suis allée à Paris récemment. Et à Paris, c'est bien parce qu'il y a plein de restos libanais et que la nourriture libanaise me manque parce que je vais pas souvent chez ma grand-mère. Et d'arriver dans un petit resto libanais et de commander un sandwich quand on est toute seule, une petite trousse. En fait les gens ne te reconnaissent pas en tant que compatriote en fait, et c'est dur de vouloir dire oui non mais vous inquiétez pas, je suis pas la bobo parisienne, je suis là pour goûter quelque chose de mon pays. Enfin, je sais pas si c'est facile de s'identifier à ça, mais en fait on se rend compte que on n'a rien de chez soi en fait à expliquer aux gens, et que j'étais là, j'avais l'impression de pas être à ma place, alors que si un petit peu, mais en fait ça savait pas et j'avais pas envie de me présenter comme ça, alors que quand mon père il arrive, il parle en arabe, il a le teint d'un arabe et tout le monde est trop content de voir un arabe rentrer dans la boutique. Enfin, la différence quand je suis avec lui et sans lui est folle, et c'est vrai que ça m'a vraiment secoué de me dire mais en fait d'une, tu ne connais pas grand-chose à ton pays, et de deux, les gens de ton pays ne te connaissent pas forcément. Enfin, c'est bizarre. Genre, tu connais pas grand-chose à ton pays et ton pays te reconnaît pas. Exactement. Oui. Et du coup, toi, tu viens d'où dans tout ça? Genre, si t'es pas reconnu et que tu connais pas grand-chose et que t'as pas envie non plus, j'imagine, de préciser, genre dire mais si, je suis de là. Genre, à un moment, tu sais, genre... C'est encore plus bizarre de préciser. On aimerait que ce soit naturel, parce qu'on aimerait que ce soit naturel et que ça se voit. Mais en même temps, j'avoue que j'ai pas forcément... pris l'initiative dans ma vie de connaître ce pays plus. Je sais que j'oserais pas forcément y aller toute seule, j'y suis allée avec mes parents, mais toute seule c'est pas forcément évident, et j'ai pas non plus à la différence de mon grand frère qui est extrêmement cultivé là-dessus, je ne connais pas tous les conflits arabes, je ne connais pas vraiment précisément d'où vient la guerre du Liban, toutes les tensions qui font que le Liban est en chute actuellement, toutes ces choses-là je les vis par j'arriverai même pas à préciser, et parce que humainement il y a des gens qui souffrent, et parce qu'aussi je me dis que c'est mes origines, mais en même temps c'est des choses que je ne comprends pas, comme quelqu'un qui vit au Liban ou quelqu'un qui a vraiment eu des parents libanais qui lui ont tout expliqué et qui s'est informé. Est-ce que du coup, j'ai plein de questions là, mais est-ce que déjà du coup, toi, culture, ce serait... j'ai l'impression que toi, dans ce que tu me disais, culture, ça a été très longtemps associé à religion. Est-ce que le fait de dissocier religion et culture, de te dissocier, si j'ai bien compris, de la religion, en tout cas de t'en écarter, ça t'écarte encore plus de ta culture, ou alors justement tu te sens que tu t'en rapproches en te disant non, en fait je m'affirme en tant qu'Elissar, je m'affirme dans cette culture, simplement la religion pour l'instant
elle m'a enseigné des choses, mais elle n'est plus forcément cette culture. Enfin, même moi, j'ai du mal à l'exprimer parce que j'ai l'impression que c'est tellement lié dans ce que tu as expliqué. En fait, je n'ai absolument... Enfin, j'éprouve que de l'amour, entre guillemets, pour cette religion qui, moi, m'a éduquée et qui m'a sûrement apporté beaucoup plus de bien que ce que je me rencontre actuellement parce que, enfin, ne serait-ce que, par exemple, sur des questions de l'alcool ou des choses comme ça dans la jeunesse du quelqu'un, moi, ça m'a sûrement protégée de plein de choses et ça m'a aussi appris à ce que, dans la vie, on fait que ce qui nous fait du bien et qu'on est quelqu'un qui fait du bien, forcément, je pense que ça m'a apporté énormément de bien. Et même maintenant, si j'estime un peu par exemple, comme par exemple la communauté LGBT, vous voyez, si vous en faites pas forcément partie, vous avez quand même un profond respect pour cette chose et vous avez aussi envie de les aider et d'être un allié. Et je m'estime aussi être un allié de la communauté musulmane, surtout en France en plus. Enfin, je sais pas comment dire, mais je vais voir une femme voilée dans le bus. Je ne suis pas une femme voilée et pourtant s'il y a une personne que je vais surveiller pour pas qu'elle se fasse emmerder, c'est cette femme voilée dans le bus en fait. Je sais pas comment dire, mais je sais ce qu'elles vivent, je sais ce qui se passe, je sais comment la religion va être perçue actuellement et d'avoir cette connaissance et de l'avoir vécue, et ça crée une sorte de chimie où je sais pas, je vais avoir envie encore plus de protéger ces gens-là. Et après c'est vrai que forcément s'il y a des fois où je me dis mais qu'est-ce qui me reste si moi j'ai plus ça. Et en fait, je me suis rendu compte que ça restait. C'est pas parce que je crois plus forcément et que j'ai pas la foi, j'ai pas. Il me reste en fait des choses. Je me rends compte que, j'aurais toujours eu cette éducation, même si j'y crois plus. La religion était importante pendant 20 ans et ça le restera parce que je peux plus revenir dessus en fait. Et ça a quand même un fort impact dans ma vie. Voilà. Alors, je trouve ça ouf déjà, genre de dire que par exemple toi, quand tu vois une femme voilée dans un bus, de voir à quoi tu penses, d'entendre à quoi tu penses. Moi je sais que je pense pas du tout la même chose, genre je sais pas exactement ce que je pense, mais je sais que je pense pas du tout ça et genre je trouve ça ouf, je sais pas comment dire, je sais pas, genre être à la mer par exemple, ça nous renvoie pas tous la même chose, voir une personne ça nous renvoie pas tous la même chose et je sais pas, mais j'ai l'impression que j'avais jamais pensé à ça avant. Quand on sait pas hein. C'est bête, qu'on n'avait jamais vu, on n'y pense pas. Oui, c'est ça. Et puis du coup moi sur ça, par exemple juste sur les femmes voilées ou sur tout ce qui est cette question de religion et religion musulmane, moi j'ai un historique de religion catholique, du coup pour moi c'est vraiment une très grande question et un très gros flou, un flou auquel j'ai trop envie de m'intéresser, mais j'ai trop peur de faire des bêtises. Entre les mots musulmans, arabes, je sais pas, genre je veux dire rebeu, machin, j'ai l'impression que je suis en train de jouer avec le feu parce que je sais pas quel mot utiliser à quel moment. Justement par exemple quand je vois une femme avec le voile et tout, je sais même pas, je crois, dans ma tête ce à quoi je veux penser parce que t'as tout le culturel que t'entends genre à la radio, à la télé, en mode qui est quand même assez négatif et que je ne supporte pas du tout et qui m'énerve, mais en fait ça me saoule parce qu'on l'entend et du coup il est quand même un peu, moi je trouve qu'il est quand même un peu dans moi et je pense que c'est bien d'en avoir conscience justement, mais en même temps il y a un autre truc et je sais pas ce que c'est encore le truc, et je sais pas Anaëlle, si toi est-ce que ça résonne en toi? En gros, moi je suis de faciès extrêmement blanc. J'ai pareil une éducation plutôt catholique où j'étais baptisée, profession de foi, tout ça. Je n'y crois pas du tout. Vraiment, ma maman m'a clairement mis au catéchisme dans son enfance pour qu'elle soit tranquille le mercredi après-midi, je pense. Pardon. Et du coup, après je rejoins un peu Elissard, pas aussi fort parce qu'on n'est pas du tout pratiquant dans ma famille, mais un peu sur ce côté où ça apporte une culture de ouf, où en fait on se rend pas compte. Mais parce que moi c'est un peu évident de connaître un peu la religion et des fois je parle des gens qui n'ont pas eu le catéchisme tous les mercredis soirs et je me rends compte qu'en fait il y a des trucs que je sais et que je me rends pas compte que les autres ne savent pas. Bon après moi c'est le catéchisme quoi. Mais par rapport aux femmes voilées, du coup, moi je suis complètement blanche, je suis pas du tout musulmane, et dans mon entourage proche, je pense que. Dans ma famille en tout cas, personne n'est musulman. Mais ma maman n'a jamais voulu que j'aille dans le privé, parce que privé dit catholique, et elle m'a mis dans une ZEP, et j'en suis extrêmement reconnaissante. Et en fait, du coup, moi c'est pas pareil, parce que. Du coup, voilà, je me sens pas légitime, pareil, d'utiliser les mots rebeu, arabe ou voile. Clairement, là, quand je suis en train de les dire, je me sens trop bizarre de le dire. Vraiment, je savais pas du tout. Mais après, le truc qui me fait me rendre plus à l'aise, où je rejoins un peu Elissard, c'est par rapport aux femmes voilées. Bon, je suis une femme qui ne se voile pas non plus, mais du coup, grâce à mon collège et mon lycée, j'ai beaucoup traîné avec des gens qui étaient musulmans. Et même si j'étais pas spécialement proche d'eux parce que j'avais peur des gens et j'ai du mal à me faire des amis, mais voilà, côtoyer des gens avec plein de cultures différentes,
Enfin, même pas différente parce que j'étais clairement dans la minorité dans mon collège. Je sais pas comment dire. Bah si, différente. Genre, t'es Oui. peut-être la minorité, mais c'est Oui. quand même différent. Voilà, un truc que je ne connaissais pas. Et du coup, moi, je me suis habituée parce que c'était littéralement toute mon enfance. Et c'est un truc qui était pareil, évident pour moi. Et là, je suis arrivée en médecine où la moitié des gens viennent de collège ou de lycée privé. Majorité. Et majorité, vraiment. Et vraiment, moi, ça me fait trop bizarre parce que... même pour l'empathie, en fait c'est ça, par exemple, voilà, c'est moi quand je vois une femme voler dans le bus, bon peut-être pas autant qu'Elissard évidemment parce que j'ai pas le même passé, mais pareil, je me dis toujours, j'essaie toujours enfin c'est même pas j'essaie, c'est que naturellement j'ai un regard assez bienveillant envers ces femmes-là, et je suis beaucoup plus critique envers un monsieur blanc en cravate, je sais pas comment dire, je veux pas blâmer tous les monsieur blancs en cravate parce que mon papa est un monsieur blanc en cravate, mais voilà, et je sais que, enfin voilà, comment dire, j'ai un regard naturellement plus bienveillant. Et moi, c'est tellement naturel que justement, arriver en médecine et voir que les gens étaient naturellement si racistes et ne s'en rendaient pas compte, ça me... Vraiment, ça... Mais du coup, je crois que pour la femme voilée, moi, en fait, je suis en train de me dire que je crois que quand je la vois, c'est genre la femme voilée. Non, c'est cool, mais c'est vrai que c'est un truc... En fait, je crois que c'est que je me pose plein de questions. Genre, justement, je regarde ses habits, la couleur, je me dis, ses cheveux, chez elle... dans le bus, enfin tu sais, genre je me pose vraiment beaucoup de questions. Je crois que c'est ça le flou en fait. Et... après, vaut mieux se poser des questions. Enfin, tu vois, genre, c'est normal que tu te poses des questions. Enfin, mais moi, je me pose des questions et pourtant, voilà, j'étais pas dans le privé. Mais c'est normal de se poser des questions quand on sait pas. Comme voilà, quand on sait pas, on sait pas. Mais justement, le fait de ne pas savoir se poser des questions, ça veut dire que tu fais des efforts. Et moi, les gens avec qui j'ai beaucoup de mal, c'est les gens qui ne savent pas et qui s'en foutent. Encore qui s'en foutent, tu vois, il y en a qui s'en foutent et qui s'en foutent vraiment. Par exemple, mon papy a dit moi je suis raciste, je le sais, mais bon, je fais de mal à personne. Mais tout le monde, d'accord, tu es raciste, c'est noté. Mais les gens qui s'en foutent et qui agissent comme s'ils savaient tout, ça m'énerve. Enfin, ça m'énerve. Et que quand tu essayes de discuter avec eux, ils se rendent pas compte. Enfin, voilà. Se poser des questions, c'est se rendre compte qu'on sait pas tout. Et vas-y. Mais il faut aussi se poser des questions, et je m'en pose aussi sur la femme voilée, comme on dit. Par exemple, quand je vois une gamine de 10 ans qui a un voile dans la rue, je me pose la question du choix, du consentement, parce que avant d'être de religion musulmane, je suis féministe. Et forcément, le choix du voile, c'est un choix qui doit se faire personnellement, et pas forcément par la contrainte. Donc si je vois un enfant de 10 ans voilé, je me dis tiens, comment ça s'est passé, etc. Il n'empêche que, en plus, plus l'enfant est jeune et plus le risque est que un connard de blanc en cravate vienne la faire chier. La cravate est optionnelle. Et c'est vrai que c'est inné, et aussi de fait que par les combats féministes que j'ai pu écouter de ma maman ou des choses comme ça, je sais en fait ce qui se passe et comment les personnes auraient dû. Et juste pour revenir à ce que tu disais, Julie, sur ton manque de connaissances là-dessus, je ne sais plus de quelle formulation c'était, mais je vais vous dire les deux. Il y en a une qui était bonne, mais petite. Et je disais, soit papa, maman, trop fière, je suis de religion libanaise. Et d'un autre côté, je disais, mais papa, maman, je suis d'origine musulmane. En fait, je confondais totalement Pour moi, ce qui était Liban, arabe, musulman, c'était la même chose petite. Parce que c'est vraiment des choses qu'on confond, parce qu'on dit, tous les arabes sont musulmans, tous les musulmans sont arabes. Enfin, j'avais ce truc-là, moi, j'étais les deux. Donc les deux, c'était la même chose, point barre. Et ça montre aussi qu'en fait, pour moi, la culture et la religion étaient hyper mélangées. Parce que je savais pas faire la différence. Et c'est... Bon, à 22 ans, quand même, c'est assez... Ça fait un petit bout de temps que je sais faire la différence. Mais c'est vrai que ça reste très complexe parce que... Et en même temps, on y connaît peu de choses, et en même temps, les médias sont très bons pour faire les bons amalgames. Et forcément, on mélange tout. Oui. J'adore cette discussion. Merci les filles. Pas de soucis. Et vas-y, du coup, Par contre, ça changerait de sujet. Vas-y, dis-moi. Moi, c'était plus pour rebondir un peu, ça fait longtemps, mais quand Elissard, tu parlais un peu de la légitimité quand tu rentres dans un restaurant libanais. En vrai, c'est un truc que je me reconnais de ouf. En gros, j'ai un groupe d'amis, on est 3. Et dans ce groupe d'amis, du coup, il y a moi qui suis blanche. Merci. Il y a moi qui suis complètement blanche et qui est des origines vietnamiennes. Et j'ai une amie qui est, elle, d'origine chino-laotienne complètement. Ses parents sont immigrés. Donc, elle, c'est premier degré, on va dire. Elle est née en France, mais ses parents ne le sont pas. Et une troisième amie qui est pure française, complètement blonde aux yeux bleus, tout ça. Et en gros, un jour, on voulait juste aller acheter des trucs dans les supermarchés asiatiques. Et moi, c'est un truc que je connais parce que du coup, j'ai un peu des origines. Enfin, j'ai des origines, et c'est un truc où j'y vais régulièrement. Mon amie, je suis désolée, je vais dire mon amie chino-laotienne. Du coup, elle a complètement la culture, c'est chez elle, et quand elle rentre, pareil, tu vois,
elle, quand elle rentre, on sait que... J'arrive pas à trouver mes mots. Mais je comprends. Voilà, elle appartient à cette communauté. Et moi, c'est vrai que dans ma tête, je m'étais jamais posé la question parce que c'était juste une habitude. Je me suis vraiment jamais posé la question. Et une fois, on y est allés toutes les trois. Et du coup, mon amie franco-allemande, d'ailleurs, a dit moi, je me sens pas du tout légitime d'être ici. Et du coup, je me suis dit attends, mais moi aussi, je suis blanche. Et je sais pas comment dire. Et depuis, je me rends compte à quel point je manque un peu de cet héritage culturel. Comme tu disais, moi le seul mot que je sais dire en vietnamien c'est tchoup tchoup, et je sais juste que ça veut dire un petit peu, ça ne sert à rien, je ne sais même pas dire bonjour en vietnamien, je connais aucune musique vietnamienne, j'en ai juste trouvé une il y a 2 mois, voilà, parce que j'étais curieuse de moi-même, et ça c'est un truc qui manque de ouf, et c'est vrai que à la fois j'ai envie d'être très fière de mes origines vietnamiennes, mais en même temps j'ai ni le faciès ni la connaissance, parce que du coup mon papy, celui qui battait ses enfants, mon papy avait refusé de transmettre son héritage vietnamien à qui que ce soit. Et d'ailleurs, ma mère en était très triste parce qu'elle s'entendait très bien avec sa grand-mère, qui est du coup décédée bien avant que je naisse. Et voilà, en gros, ma grand-mère a transmis un peu cet héritage culturel vietnamien à ma maman, mais pas assez parce que ma mère était jeune aussi quand sa grand-mère est décédée. Et du coup, moi, je me retrouve un peu aujourd'hui avec ma grand-mère vietnamienne qui est décédée, mon papy vietnamien qui voulait rien transmettre et qui est décédé, et du coup, ma maman aussi est décédée. Et je me retrouve aujourd'hui avec des origines dont j'aimerais être fière, mais en même temps, j'ai aucun moyen de les revendiquer, en fait, de me sentir légitime quand je vais dans un restaurant asiatique, de me dire, moi aussi je suis vietnamienne. Je sais pas comment dire. Et ça, c'est un peu un manque. Et je sais que des fois, j'essaie un peu de grappiller à côté parce que... par exemple, dans mon collège, je m'intéressais beaucoup à la culture asiatique. C'est un peu dur de savoir quelles sont les habitudes qui viennent de mes origines ou de ce que j'ai moi-même cherché à trouver. Je sais pas comment dire, c'est... En fait, j'ai l'impression que c'est... Tu sais, si on parle en termes mathématiques, j'ai l'impression que c'est une équation avec une inconnue. Ouais. Faut juste que j'accepte que je serai toujours une fille blanche une française qui s'intéresse à ses origines vietnamiennes et pas je suis pas vietnamienne, voilà, je suis pas une vietnamienne. En vrai, tu sais, genre, t'as des gens qui vont qui vont vivre dans une autre ville. Imaginons, toi, tu vas vivre au Vietnam pour je ne sais quelle raison. Il y a des gens que j'aurais pu rencontrer comme ça, qui pourraient se considérer ensuite vietnamiennes, tu vois, genre parce que ça fait un temps que tu vis là-bas et que, en fait, t'as décidé. Je pense qu'on peut aussi, plus ou moins décider de qui on est. Et juste petit message à tous les gens qui ont soyez fiers de... Petit message, soyez fiers de votre culture et n'hésitez pas à transmettre. C'est toujours... C'est trop bien d'apporter sa pierre à l'édifice. Surtout que si on fait une petite remarque, que ça fait quand même plusieurs fois que tu parles de ton grand-père qui a des origines d'un point de vue assez négatif. Qui est mon origine. Oui, qui est ton origine. Et c'est peut-être aussi une manière un peu nouvelle pour toi de redécouvrir tes racines. Sans passer par la personne qui te bloque et qui te rend peu fière. Parce que c'est dur d'être fier de son origine quand on n'est pas fier de la personne qui nous la transmet. Et ça peut aussi être une manière pour toi de te dire, bon, j'ai pas l'occasion de l'avoir de cette manière-là, et je peux l'avoir d'une manière encore plus saine, qui est indépendante de ce que je n'aime pas et de ce que je n'assume, ce que j'ai pas envie de valider dans ma famille. Et ça peut aussi être une manière, voilà, d'avoir une manière plus solide et plus brute et authentique d'avoir ses origines, de connaître et d'apprendre d'où on vient. Comme ma maman disait, quand elle me parlait de la culture vietnamienne, elle me parlait de sa grand-mère et pas de son papa. On a fait tellement de digressions que la partie culturelle sur laquelle on devait énormément parler est un petit peu réduite. Moi, je trouve pas. Je pense qu'en fait, justement, les digressions, elles ont permis de... Qu'est-ce que c'est que la culture, tu vois, genre finalement, la culture, c'est comment on la vit, et donc c'est cette petite digression. Et moi, je trouve ça important, un peu ce côté... pour moi, les 3 trucs que j'ai le plus retenus, c'était un peu assumer ses actes passés, que ce soit les siens ou ceux de sa famille, parce que je trouve que c'est comme ça qu'on arrive le mieux à aller de l'avant et en assumant, comment dire, en ayant le courage de ne pas mettre les choses sous le tapis. Finissez ma phrase s'il vous plaît. En ayant le courage de ne pas mettre les choses sous le tapis, on donne les clés à soi-même et à tout son entourage pour aller de l'avant et être une meilleure personne. Et j'ai dit qu'il y avait 3 trucs qui m'avaient marqué. Et je suis restée de 2 autres. Mais je suis d'accord avec toi là-dessus. C'est vrai que là, en parlant, je me rends compte que j'estime avoir peu de connaissances sur mes origines. Mais je parle quand même de mon père qui est réfugié de guerre et qui a vécu 14 ans dans la guerre. Et forcément, c'est peut-être pas évident pour une personne comme ça de... Tu vois, il nous en a parlé et il nous en parlera. Et ce sera avec un grand plaisir si je lui pose des questions qu'il m'en parle. Mais effectivement, je pense qu'il y a des personnes aussi qui
qui ont un tel traumatisme de leurs origines, en fait, qui refont leur vie dans un endroit qui est plus calme pour eux. C'était dur de voir ces enfants grandir et de se dire, je vais leur raconter tous les traumas de ma vie, tout ce qui m'est arrivé, toutes les merdes qui sont liées à de là où je viens. Et tu vois, c'est peut-être pas évident non plus. Genre, c'est vrai que nous, je pense que si, ça se passe très bien, parce que quand on communique, on a des discussions vraiment intéressantes, et que finalement, ça s'est bien passé pour lui. Mais je pense qu'il y a des gens, c'est peut-être pas évident pour eux parce qu'ils ont peut-être l'impression qu'ils vont faire du mal à leurs enfants de parler de ça, parce que pour eux c'est quelque chose qui est tellement pas agréable, et malgré eux en fait ils vont un peu voler cette connaissance à leurs enfants. Je crois que outre le fait de faire mal aux enfants, je crois que c'est aussi le fait de se faire mal à soi. Je pense Et qu'on peut attester toutes les trois que juste simplement ces discussions qu'on a eues là, je pense pouvoir dire que ça nous a fait... Enfin, il y a des émotions qui sont ressorties. Je pense que c'est des choses dont c'est pas forcément facile d'en parler. Et imaginons que nous, on n'a pas vécu ce qu'ils ont vécu. Donc je pense que outre faire mal aux enfants, je pense que ça peut faire mal à soi. Et des fois, c'est un peu la coquille qu'on se crée. Et je pense que c'est peut-être pas facile. Et outre le fait de se dire, c'est pas grave de casser la coquille, genre c'est bien d'aller voir ce qu'il y a dedans, mais après c'est le fait de se reconstruire la coquille, parce qu'un coup qu'on a eu la discussion et qu'on repasse le pas de la porte, il faut être bien en quelque sorte. Donc je pense qu'il y a aussi ça qui rentre en jeu. Mais en effet, c'est nos racines à nous, et genre, qu'est-ce que je trouve ça cool de pouvoir savoir d'où on vient, mais d'où vient au sens large. Genre, Voilà. Je voudrais juste revenir sur une chose, parce qu'en fait c'est vrai que c'est fondamental dans mes rapports à la culture, et j'en ai très peu parlé, mais je ne parle absolument pas arabe. Et pourtant, petite, mon père a essayé de nous apprendre à tous les trois, parce que j'ai 2 frères, l'arabe. Et en fait, c'était une manière où il nous parlait au téléphone arabe et on comprenait. Et puis finalement, comme c'était pas assez poussé comme apprentissage, il y a un moment où on comprenait de moins en moins. Et lui qui nous voyait peu parce qu'il travaillait la semaine et rentrait le week-end, et forcément, quand on a envie de parler à ses enfants parce qu'on les a pas vus de la semaine et qu'il comprend pas ce qu'on dit en arabe, je peux comprendre maintenant que je suis plus grande qu'il ait arrêté et qu'il ait commencé à nous reparler français. Mais c'est vrai que c'est en même temps un manque de culture que j'ai, et en même temps une énorme blessure en moi, je pense, de ne pas savoir parler arabe. Parce que je sais pas comment expliquer, mais par exemple, j'ai un exemple du premier patient que j'ai eu, dont j'ai dû m'occuper pendant mon externat. C'était une dame qui parlait que arabe. Oh, punaise. Et cette dame, je l'ai vue, et j'ai dû aller chercher une fille qui est étudiante, qui était un peu plus jeune que moi, qui parlait arabe pour faire la traduction. Et on s'est débrouillé tant bien que mal pour essayer d'avoir quelque chose pour elle. Et en fait, finalement, comme elle parlait pas français, forcément, malgré elle, les gens arrivaient difficilement à faire son diagnostic dans l'hôpital. Et puis forcément, quand on compare cette dame qui parlait pas un mot de français à une mamie qui était toute mignonne et qui avait forcément le dialogue facile, malgré tous les bons efforts qu'on ait pu faire, on la comprenait pas aussi bien que quelqu'un d'autre. Et il y a eu cette blessure, moi jeune, de savoir que je ne parlais pas arabe, et en plus de voir l'impact que ça pourrait avoir dans ma vie, et personnelle et professionnelle, et sûrement de plein de vue différents. Et c'est vrai que de pas savoir parler ma langue, quand je suis arrivée du coup dans ce restaurant, c'est ressorti encore une fois d'une autre manière différente, où je me dis, par ce manque de connaissances, t'as pas pu te faire identifier par les gens qui sont de tes origines. Il y a ça, et il y a aussi forcément du coup le fait que, puisque j'estimais ne pas savoir parler arabe, de toute manière, parfois on se dit que ça sert pas à grand chose de savoir le reste, parce que, il nous manque déjà la partie la plus grande, et en même temps, du coup, avec mon père, je me disais, s'il a pas le temps de m'apprendre arabe, c'est peut-être compliqué d'aller poser d'autres questions. Ça a créé vraiment un gros truc où, et moi, j'étais en colère qu'on n'ait pas repoussé les limites de ça et réappris l'arabe autrement, et en même temps, je sais que maintenant, je me trouve pas le temps pour le faire. C'est quand même quelque chose qui, en fait, comme on n'assume pas, comme on regrette, et finalement, ça met dans une position où on est un peu dans le déni du reste, parce que il y a quand même tout ce regret-là. C'est quelque chose qui est très flou, et j'arriverai pas vraiment à l'exprimer, je pense, dans cette séance-là. Mais ça crée quelque chose où, en fait, devoir penser à ses origines, ça fait forcément penser au fait qu'on n'a pas la langue, et ça fait penser au fait qu'on a échoué, entre guillemets, petit, dans l'apprentissage de cette langue, alors que c'était pas possible de l'apprendre au téléphone, c'était juste pas suffisant. Et en même temps, ça crée toutes ces émotions un petit peu particulières et dures à vivre, comme ce qu'on disait tout à l'heure, qui sont parfois, pour se protéger, on pense pas au fait que, si finalement, 50% de notre sang, il vient d'une autre origine, et que c'est quasiment... on vit en France, mais en soi, de mon sang, c'est quasiment autant que mon sang, entre guillemets, français. C'est vraiment très cliché la manière dont je parle des origines, mais c'est pour quand même représenter que je vis en France. Mais en soi, de mes origines, au premier degré, mon père est né au Liban, a vécu au Liban, etc. Et voilà, je sais plus trop où je voulais en venir, mais c'est un peu ça. Dans tous les cas, si tu sais pas parler arabe, c'est pas ta faute. Ouais, mais tu vois, ça
Ça manque. En fait, ça crée, comment dire, ça... Et en même temps, j'ai pas eu la culture et moi, j'ai pas cette compétence. En fait, c'est une compétence qui me manque pour faire partie de ses origines. C'est vraiment dur à signifier. Mais je pourrais, par exemple, reprocher à quelqu'un de ne pas m'avoir transmis les histoires de ma famille parce que je peux pas les trouver. Mais je peux pas reprocher à quelqu'un de ne pas m'avoir appris l'arabe quand moi je peux le faire de moi-même et de ne pas m'avoir appris les connaissances de mon pays quand je peux le faire moi-même, tu vois. Il faut quand même que je fasse une différence entre les connaissances de famille que je peux pas deviner et les connaissances de la langue et de la culture que je pourrais finalement, si je trouve un temps que je n'ai pas, faire. Oui, mais oh là là, mais là je pense que ça pourrait nous emmener autre part, mais pareil, genre moi j'aime trop l'histoire et tout ça, justement les racines, etc. Et j'ai trop envie de savoir plein de trucs, mais en même temps, justement, genre le temps et la mémoire, genre moi je vois des trucs, on me raconte des trucs et j'oublie, tu vois, et je suis là, mais pourquoi j'oublie? Enfin bref, ah là là. Martin Winkler avait écrit, je vais pas du tout citer ce qu'il a dit parce que je me souviens pas de la phrase précise, mais en gros ce qu'il voulait dire c'était écrire, ça se fait pas pour la mémoire, mais non c'est pas ça, bah merde je me souviens plus. Mais en gros il avait écrit quelque chose qui disait, en fait il parlait du fait d'écrire, pourquoi est-ce qu'on écrivait, et il disait écrire ça se fait contre la mémoire. Et... Coucou, c'est la voix off. Alors du coup, voilà la citation de Martin Winkler. Et avant de la donner d'ailleurs, qui est cet homme? C'est un médecin français très engagé pour la cause des femmes. Un médecin algérien, enfin avec des origines algériennes. Comme on parle d'origine, autant les préciser. Martin Winkler a donc dit « Alors, je crois qu'écrire, pour un médecin comme pour n'importe qui, c'est prendre la mesure de ce qu'on ne se rappelle pas, de ce qu'on ne retient pas. Écrire, c'est tenter de boucher les trous du réel évanescent avec des bouts de ficelle, de faire des nœuds dans des voiles transparentes en sachant que ça se déchirera ailleurs. Écrire, ça se fait contre la mémoire et non pas avec. Écrire, c'est mesurer la perte. » Je vous laisse avec la suite. Mais du coup, moi j'aimais beaucoup ce côté où c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se disent à l'oral, comme des langues justement, parler une langue. Et que en fait si on les écrit pas on peut pas s'en souvenir et des fois on se retrouve 20 ans plus tard à se dire putain mais qu'est-ce qu'il m'a dit ce type il y a 20 ans ou putain comment est-ce qu'on dit ce mot en arabe, putain comment est-ce qu'on dit et je sais pas, et c'est vrai que c'est je trouve ça dur je trouve ça sévère de se reprocher de pas se souvenir de choses en fait, c'est que ça vient qui sont immenses, tu vois, c'est des trucs immenses comme ça dont on peut pas tous se souvenir et effectivement ce serait trop cool qu'on puisse que toi tu puisses apprendre l'arabe et ça vient pas de rien non plus. Mais voilà, que n'oubliez pas que c'est quelque chose d'immense et qu'on n'est pas responsable de toute une culture et que... Je suis d'accord, mais c'est qu'en fait, moi entre guillemets, j'ai eu un peu l'exemple de la personne qui a su le faire. Quand moi j'ai pas su le faire, c'est mon grand frère qui a une culture du monde du Moyen-Orient, etc., qui est énorme. Et forcément, quand je le vois arriver à avoir des discussions à table avec mon père sur la géopolitique arabe, et que moi je suis là et que je n'ai pas eu cette envie de la culture petite, je vois en fait devant moi ce que j'ai pas entre guillemets su faire et donc forcément c'est un truc où je me dis, enfin vraiment quand j'étais petite mon grand frère c'était président de la République, il connaissait tout, enfin je sais pas comment dire mais limite il aurait pu faire un débat présidentiel et faire non là vous avez faux, là vous avez raison, enfin vraiment pour moi c'était la personne qui avait le plus de culture générale que je connaisse et je pense que c'est encore le cas. Et c'est vrai que lui, je l'ai vu qu'il l'avait fait. Et forcément, moi, je sais pas, je pouvais le faire. J'ai acheté des livres dessus. Et quand je l'ai dit, le lendemain, j'ai tout oublié. Et lui, ça reste. Et en fait, du coup, je de lui aussi. Oui, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que quand je dis que j'ai pas su, et c'est pas que je me mets en coupable dans le sens où j'ai vu juste avant moi quelqu'un le faire. Et du coup, je pense que ça serait vraiment une très belle thématique pour un autre podcast. Comment ça, on continue pas à parler pendant 6 heures? Un podcast partie 2. Non, allez, mais je pense que ce serait vraiment une thématique ultra intéressante à aborder, le fait outre la culture, de l'apprentissage et de fait de savoir et justement de pas savoir, comment on transmet, comment on accueille la transmission et en gros une sorte de continuité à ce podcast mais différente. Bref, je pense qu'en vrai on a abordé quasiment toutes les thématiques qu'on voulait aborder aujourd'hui. Donc les filles, je voulais vous remercier. Bonne journée, bonne soirée, au revoir. Merci s'il y a une personne qui a écouté jusqu'à la fin. Merci à toi Julie aussi. C'était très sympathique et merci d'avoir pour cette expérience. Ok, parce que c'est vrai que c'était pour nous notre première expérience de podcast. Ouais, c'est vrai. C'est bien de le préciser à la fin. Soyez indulgents, voilà. Indulgents et curieux dans la vie. Bon, oui. Au revoir. Au revoir. Coucou, c'est Remois. Je voulais juste vous dire un petit mot de la fin. Alors déjà, j'espère que vous avez autant kiffé écouter cet épisode que nous on a adoré l'enregistrer.
Ensuite, si vous souhaitez soutenir le podcast, n'hésitez pas à mettre un like si vous êtes sur Spotify, un pouce en l'air si vous êtes sur YouTube, et même si vous êtes des petits fous, vous pouvez carrément laisser un commentaire. Bon, et d'ailleurs, si vous deviez échanger de cette thématique avec quelqu'un, avec qui ça serait ? Eh bien voilà, vous avez trouvé la personne à qui envoyer le lien de ce podcast. N'hésitez pas donc à le partager avec votre entourage. Allez, bon, j'arrête de vous embêter avec tout ça. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à plus dans les spontanés. Ciao!